Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'éthique et la déontologie du magistrat en lien avec la corruption et les infractions assimilées en milieu judiciaire. Un thème au centre d'un atelier d'échange qu'a organisé ce matin le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN. C'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui a procédé à l'ouverture officielle de ces travaux en présence de notre reporter Ismaël Moumouni. Véritable frein au développement, la corruption avec ses effets pervers peut rendre le magistrat vulnérable en le privant de tout esprit d'indépendance. C'est pour ainsi interpeller les magistrats par rapport au respect strict de leur serment que le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, a initié cet atelier. Face à la persistance et à l'ampleur que prennent les plaintes et lamentations des citoyens sur les pratiques corruptives en milieu judiciaire, le SAMAN, organisation syndicale regroupant l'essentiel de l'effectif des magistrats nigériens, ne peut continuer à observer le silence. Il devient dès lors un impératif pour lui d'aborder publiquement ce phénomène considéré comme un tabou familial que nul ne veut briser, dans l'espoir de diagnostiquer son ampleur et de rechercher le remède pour préserver à jamais l'image et la crédibilité de l'ancien en chute constante et rétablir la confiance entre la justice et les justiciables, également en chute libre. Cette volonté a été portée par le Ben Saman à la connaissance du président de la République lors de sa rencontre du 30 juin passé avec celui-ci en présence de la première présidente de la Cour de cassation et du ministre de la Justice, garde des Sceaux d'une part, et a conduit à la signature le 6 juin 2021 d'un protocole de partenariat entre le SAMAN et la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA, d'autre part. Ce combat contre la corruption est soutenu par la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, HALCIA. Cette action, qui traduit un engagement clair et affiché du SAMAN dans la lutte contre la corruption, a été hautement et positivement appréciée par la HALCIA, qui découvre un partenaire assez stratégique du fait que ces militants constituent les principaux acteurs de l'institution judiciaire, institution chargée de la répression des auteurs. Le SAMAN est accompagné dans ce noble combat par l'autorité. Le département ministériel de la Justice, en tant que ministère de tutelle, réjouit de cette initiative du SAMAN qui est la première du genre en termes de l'originalité du thème choisi ainsi que du nombre et de la qualité des participants. Par ailleurs, la chancellerie, par ma voix et au nom du président de la République, chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature et au nom du gouvernement, réitère sa disponibilité à accompagner de toute son énergie ce partenariat social dans des initiatives de ce genre au regard des objectifs assignés et des résultats attendus de l'atelier. Compte tenu des sujets pertinents qui vont être évoqués, le SAMAN n'en doute point que l'objectif visé sera atteint. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier préparatoire pour la participation à la COP 26. Cet atelier est organisé par la plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le développement durable avec l'appui financier de CARE International. Le point avec Nafissatou Yahya. À travers ce cadre de réflexion et de partage d'informations, la société civile nigérienne, à travers sa plateforme sur le changement climatique, se mobilise pour participer à ce grand rendez-vous sur le changement climatique, la COP26. Selon le rapport 2021 du GIEC, la température de la planète devrait augmenter de 1,5 degré Celsius dès 2030, soit 10 ans plus tôt que la précédente prévision. Le GIEC a étudié 5 scénarios et le plus pessimiste prévoit un réchauffement compris entre 3,3 et 5,7 degrés Celsius. Le réchauffement climatique est désormais d'actualité, avec des conséquences irréversibles pour des siècles ou des millénaires, alerte le GIEC. Cette hypothèse n'est pas à négliger car de nombreux États
n'ont pas revu leurs engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de l'accord de Paris de 2015 était de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Or, la tendance actuelle est plutôt celle d'un réchauffement de 4 degrés Celsius ou 5 degrés Celsius. Cette COP26 doit être une occasion de rappeler plus que jamais la nécessité de l'internalisation, de l'intensification des actions climatiques, mais aussi et surtout la promotion d'une justice climatique en Afrique pour le renforcement de la résilience communautaire. Cette rencontre sera celle de la concrétisation de l'accord historique de Paris, de la mobilisation de tous les acteurs étatiques et non étatiques pour évaluer les engagements contenus dans les contributions déterminées au niveau national, dira le représentant du ministère de l'Environnement en ouvrant les travaux de cet atelier. Nous sommes fiers de dire que le Niger est très avancé dans le rehaussement de son ambition contenue dans la CDN première génération. Et nous comptons saisir l'opportunité de cette COP26 pour mobiliser davantage nos partenaires à soutenir la mise en œuvre de nos engagements qui répondent non seulement au contexte climatique actuel, mais aussi aux aspirations de nos communautés. C'est pourquoi cet atelier, qui rentre dans le cadre de la participation de la société civile nigérienne à la COP26, vient à point nommé, pour contribuer aux efforts du gouvernement à l'atteinte des objectifs de développement durable et pour susciter une mobilisation populaire et un engagement sans faille des citoyens face aux défis des changements climatiques. Prévu se tenir du 1er au 12 novembre 2021 au Royaume-Uni, la société civile nigérienne peut compter sur ses partenaires, l'ONG CARE International et l'ambassade de la Grande-Bretagne à cette rencontre sur le changement climatique. La suite de ce journal avec ce comité chargé de réfléchir sur les frais de scolarité des établissements privés d'enseignement général. Ce comité demande aux fondateurs des établissements privés de l'éducation nationale de surseoir à toute augmentation ou réduction des frais de scolarité en attendant bien sûr les conclusions du comité. Le proviseur du CSP Al-Goza apprécie en ces termes cette note. On écoute Maman Ibrahim. La décision, elle nous tombe au moment où on prépare déjà l'année scolaire, où nous sommes séparés avec les parents d'élèves, avec le projet de se retrouver sur des bases bien précises l'année suivante. Donc globalement, j'estime que c'est un peu brusque, puisque en principe, si on veut faire, il faut écouter tout le monde. Ça, c'est de mon point de vue, bien sûr. Du point de vue du complexe scolaire Al-Goza, pour nous, ça ne cause aucun problème, puisque déjà, nous n'avons pas prévu d'augmentation. Mais je pense que aussi, quelque part, ça peut nuire à certains parents ailleurs. Peut-être que certaines écoles ont prévu de faire des réductions. On leur dit de ne pas réduire. Et si c'était le cas, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils pourraient perdre. Maintenant, on ne sait pas ce qui va venir après, puisque l'objectif, c'est de dire ou bien vous diminuez, ou bien vous augmentez. Maintenant, sur quels critères, ça va être assez complexe parce que le groupe des écoles privées, c'est vraiment hétéroclite. Ce serait très difficile, même s'il faut faire une catégorisation. Les écoles ne sont pas à la même enseigne. Quand vous prenez une école comme la nôtre, qui a investi des centaines de millions pour bâtir des classes, où les effectifs sont à 25, où les classes sont climatisées, où le programme est exécuté au minimum à 90% du CI à la terminale, vous ne pouvez pas facilement mettre tout le monde dans le même panier. Je crois que c'est un exercice qui va être très suivi. Certains parents peut-être quelque part ont mis la pression pour que cela soit. C'est une bonne chose de réfléchir, mais il faut prendre des décisions adaptées. Je pense que c'est de ça que l'école a besoin en réalité. Si nous pouvons être classés là où il faut, ça ne nous pose aucun problème. Ce serait une très bonne chose. Une décision adaptée, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on dise à quelqu'un baisse les prix sans savoir quel est le contenu des charges. Il ne faut pas dire à quelqu'un augmente sans savoir sur quels critères. Vous avez aujourd'hui des écoles qui ne sont même pas dans des sites stables,
qui sont autorisés, qui fonctionnent, qui peut-être quelque part aussi contribuent, qui font des efforts pour contribuer à l'effort de scolarisation et de formation. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire quelque chose d'adapté. Et je pense qu'à mon humble avis, ça va prendre peut-être 1 année à 2 années pour vraiment faire les choses convenablement. Mais s'il faut prendre des décisions pour arranger, forcément ça fera mal quelque part. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à déblayer ailleurs et ils le savent. L'actualité politique dans cette édition d'information, retenez que le Bureau politique national du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, a été complété le week-end dernier par plus de 70 nouveaux membres. Le nouveau bureau dirigé par Ibrahim Gado a été présenté aux militantes et militants au siège national à Niamey. Les cadres du CRP Sulhu ont profité de l'occasion pour faire la rétrospective de ce jeune parti est résumée ici par Ibrahim Yero. Le siège national du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Sulhu, renoue avec ambiance et ferveur militante. Ce week-end, certains sont venus de Tawa, d'Ilela ou encore de Maradi et Zender pour participer autour du président Ibrahim Gado à la présentation des nouveaux membres du bureau politique national. L'un après l'autre, les 76 membres complémentaires du BPN sont présentés par le secrétaire à la communication, Dr Doumari Abdoulaye. Numéro 1, c'est El Hadji Ibrahim Gado. Cette rencontre a aussi été une belle occasion offerte au cadre du CRPD Sulhu pour des messages de critique, autocritique, suggestions, questions et demandes de clarification. Je pense qu'il ne faut pas rentrer un peu dedans et un autre dehors. Il faut s'engager au fond. Dans toutes les 8 régions, dans le président qui m'a par commune. Dans mon assaut, on retourne militant qui m'a dit aux gens en président. Comment faire aussi pour que ces communes puissent travailler de commun accord ensemble et pour raviver la flamme des militants Sulhu dans chaque commune. Les Arabes disent Araïl Sanas, donc Khadim Nas, c'est-à-dire quand tu es chef, les gens tu es leur serviteur. Vraiment, j'ai vu à lui cette qualité-là. Nous avons besoin de nous investir corps et âme sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan physique. ay fonno e ki alajira ngaro amana kan sambu kada je irmo amana de egatron inchallah. Le directoire doit veiller par rapport à ce que tous ces postes là soient actifs. Je veux dire excellence a beaucoup travaillé et vous voir à côté, chacun de nous à côté de lui, ça veut dire encore excellence. À la fin des interventions, le président tente de faire la synthèse, mais pas pour longtemps. Aussitôt que le muezzin a commencé l'appel de la prière de Maghrib, Ibrahim Gado a machinalement déposé le micro. Il y a aussi des questions. Après la prière, enfin, le président du CRPD Sulhu s'adresse à ses militantes et militants. Nous, on est un parti jeune sérieux. On veut faire carrière, on veut aller en avant. Donc, on aimerait travailler, émerger avec des gens vraiment corrects et sincères. Parce que ce que nous voulons faire pour le pays, s'il manque de sincérité, on ne pourra pas y arriver. Le 4 juillet 2020, le CRPD Sulhu lançait officiellement ses activités. 3 mois plus tard, il investissait son candidat aux élections présidentielles. En décembre 2020, déjà, le parti d'Ibrahim Gado participe à 3 élections, locales, législatives et présidentielles premier tour. Aujourd'hui, le CRPD Sulhu prépare l'avenir avec sérénité. Qui veut voyager loin, dit-on, ménage sa monture.
L'actualité dans nos régions, le département de Djoundjou, c'est dans la région du Dosso, est connu pour ses riches potentialités. Des espaces qui ne demandent qu'à être mis en valeur pour assurer l'autosuffisance alimentaire de la zone. Et c'est justement cela le combat que mène le chef de canton, l'honorable Bachir Harouna Mbali, qui sensibilise la population à davantage s'investir dans la production agricole. Une révolution agraire. En voilà un vœu cher au chef de canton de Djoundjou, l'honorable Bachir Harouna Mbali. Mais la nécessité de cette révolution nous vient grandeur nature de Sahabi, vendeur de céréales jusqu'à un passé récent. J'importais du maïs du Bénin, raconte-t-il devant notre caméra. Il y a quelques mois, comme d'habitude, j'étais parti me ravitailler. À ma grande surprise, j'ai appris que je ne pouvais pas rentrer au Niger avec ma marchandise parce que le Bénin a décidé d'interdire l'exportation du maïs. J'ai alors perdu toute ma cargaison et cela m'a beaucoup affligé. Mais loin de se laisser abattre par cette mésaventure, Sahabi frappe à la bonne porte. Aujourd'hui, il a grand espoir de ne plus avoir besoin et à jamais d'importer le maïs. Et ce ne sont pas les potentialités agricoles qui manquent à Djoundjou. Selon le directeur départemental de l'agriculture, quelques 120 000 hectares de terres irrigables sont disponibles avec à la clé une nappe phréatique à 10 ou 30 mètres selon les endroits. À cela, il faut ajouter les Dalol, Maouri et Hoga qui traversent aussi le département. Les potentialités sont là avec l'initiative de notre chef de canton, l'honorable Ambali. Il est possible de développer cette culture. Et en vue d'une prise de conscience collective sur la nécessité de cultiver la terre, le chef de canton de Djoundjou sillonne les champs pour sensibiliser et encourager les producteurs. Les cultures de rente, comme le manioc, sont dans le viseur de l'honorable Bachir Harouna Mbali. a ɗauki garin ya haifin wani da ɗaukar rogo tunda buhun rogo kaga shakka shidda yake to buhun ga rogo nawa yake to kaga bambancin shakka shidda da shakka 35 yanzu harci don Allah gona harci tana arme ba ta arme amma gona rogo na arme to za mu ba rogon karhi. Une vision largement partagée par les producteurs qui ont déjà commencé à transformer le manioc en farine, autrement dit, à produire le fameux gari rogo. Nous sommes en train de montrer à la communauté nationale et internationale comment les jeunes de Takalafia sont en train de travailler le manioc pour produire en tout cas une quantité énorme, faire de la farine. Gari rogo su aka yaso su sai ya kare ya ki a koma na Benin sai dai kai wajen ba dauko garin rogo na Benin ni a shahidi ya yi tawo ba da nyami ga tawo ga kuma arha. Ainsi, l'honorable Hambali pousse un peu plus loin son objectif de voir l'autosuffisance alimentaire devenir une réalité dans son canton. La révolution agraire est certes timidement, mais réellement en marche à Djoundjou. Merci bien Ibrahim Yero. Du sport dans cette édition d'information et du football, la commission spécialisée Niger Connect Football de la FENIFOOT a récemment organisé des séries de formations en région. Objectif, outiller les responsables des clubs sur la méthode en ligne de l'enregistrement des licences des joueurs. En prélude au coup d'envoi de la saison footballistique 2020-2022, la commission spécialisée Niger Football Connect
a initié des sessions de formation à l'endroit de tous les clubs affiliés de la FENIFOOT. Une nouvelle application qui vise plusieurs objectifs. Permettre aux clubs affiliés d'effectuer eux-mêmes leurs demandes de licence en ligne. Donc dans le passé, nous faisons nos demandes de licence hors ligne. Maintenant, les objectifs, c'est de permettre à ces clubs de faire leurs demandes de licence en ligne et d'avoir aussi une base de données sur le plan national et international, de moderniser le mouvement des joueurs sur le plan national et international aussi. Nous sommes satisfaits des formations parce que 2 semaines avant le début des formations, nous avons envoyé une correspondance à tous les clubs pour l'exigence de l'utilisateur, c'est-à-dire celui ou celle que les clubs vont envoyer pour être formés. Les périodes d'enregistrement des licences doivent être respectées par les clubs, une exigence de l'instance africaine du football. La plateforme est utilisée partout au monde. Si vous remarquez, en Afrique de l'Est et l'Ouest, tous les pays affiliés à la CAF utilisent ce système. L'attente, c'est qu'il faut que les utilisateurs respectent les périodes d'enregistrement. Donc, c'est des périodes d'enregistrement de 10 semaines. Donc, depuis le 19 août jusqu'au 28 octobre. Pourquoi ils doivent respecter ces périodes d'enregistrement? C'est un système, je le répète, qui s'effectue en ligne. Donc, les demandes de licence s'effectuent en ligne. Et dès la fin de la période d'enregistrement, la première période d'enregistrement, le système se ferme automatiquement. Au terme de ces différentes formations de la commission Niger Football Connect, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que les différents clubs seront prêts et respecteront les périodes d'enregistrement de licence. De la boxe dans cette édition avec ce 27 août, une date qui cadre avec la journée internationale de la boxe. Au Niger, la Fédération nigérienne de boxe a organisé une cérémonie dont le but est de faire découvrir au public la boxe. Le reportage est de Boubacar Ibrahim. Cette cérémonie marque la commémoration de la journée internationale de la boxe par la Fédération nigérienne de cette discipline sportive. L'objectif visé est d'éclairer le public sur les non-dits concernant la boxe. La journée du 27 août a été programmée par le président de l'AIBA qui a demandé à toutes les fédérations nationales de faire quelque chose pour commémorer cette journée parce que c'est la première fois qu'elle est en train d'être fêtée. Par rapport à cela, on nous demande de faire une activité pour présenter la boxe, disons tout ce qu'il y a autour de la boxe, les officiels de boxe, le matériel de boxe, aux amateurs, aux gens qui viennent voir les combats. Présent à cette occasion, le secrétaire général du comité olympique et sportif nigérien Kosni s'en réjouit de l'organisation de cette journée. La célébration d'une journée du genre Journée internationale de la boxe est un événement périodique qu'organisent donc les fédérations pour matérialiser d'une part leur présence, également la pratique de cette discipline au niveau national. Mais surtout, c'est le moment privilégié pour échanger avec les différents acteurs. C'est le lieu pour moi de les féliciter, de féliciter l'ensemble des acteurs de cette discipline, surtout de les encourager parce que quand même c'est une discipline phare. Selon le président de la fédération, la boxe n'a rien à voir avec la violence, contrairement aux spéculations qui circulent. Bien qu'elle remporte autant de titres à la fois régional et international, cette discipline manque cruellement d'accompagnement selon toujours le propre mot de son président, d'où cet appel à l'endroit de bonne volonté. Nous voudrions vraiment que les gens nous aident. Comme j'ai eu coutume de le dire, nous ne demandons pas que les gens nous amènent ciel et terre des millions, non. Ce que vous avez, donnez-nous. On va collecter. Voilà, bonne chance donc à la Fédération nigérienne de boxe. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.